C'est trop tard, un thriller Morgan Stark du FBI. Livre 1, écrit par Riley Dark, lu par Audrey. Prologue. Michelle resserra le col de son manteau autour de son cou lorsqu'elle sortit de l'hôpital pour la nuit et se prépara à affronter le brouillard intense de Washington DC. Elle avait effectué une longue garde, trop longue. Elle ne pouvait plus supporter autant d'heures de travail et une discussion avec son patron s'imposait. Peut-être qu'elle n'aurait pas dû changer d'hôpital. Elle avait à présent moins d'ancienneté que ses collègues dans le service, ce qui signifiait qu'elle travaillait les nuits, les week-ends et les jours fériés. Auparavant, elle pouvait choisir les horaires qui lui convenaient, mais elle avait été aveuglée par une prime à la signature, assortie d'une augmentation de salaire. Michelle essaya de penser à autre chose, tout en pressant le pas dans la rue. La lumière bleue des téléviseurs vacillait derrière quelques rideaux tirés, mais la plupart des fenêtres n'étaient pas éclairées. Les gens raisonnables au patron raisonnable étaient déjà allés se coucher. Les événements de la journée lui traversaient constamment l'esprit. Le flot incessant de malades, la souffrance, les médecins impatients, les mauvaises nouvelles qu'elle devait annoncer aux patients, et elle secoua la tête frénétiquement, comme si elle voulait se débarrasser de ces images. C'était terminé pour aujourd'hui. Elle penserait à tout ça demain. Elle essaya de penser à des choses plus agréables, le repas surgelé qui l'attendait chez elle, une soirée de rediffusion de comédie, un verre de chardonnay assez grand pour y nager. Séparer le travail de sa vie privée devenait de plus en plus difficile. Un bruit la tira subitement de ses pensées. Elle regarda rapidement autour d'elle, la peau hérissée par ce bruit soudain, mais elle ne vit qu'une rue déserte derrière elle. Des voitures en stationnement bordaient l'étroite avenue, mais elle ne pouvait rien voir d'autre dans l'obscurité et le brouillard. Trop tard. Il était trop tard pour rentrer chez soi, à une heure pareille. Elle jeta un coup d'œil à sa montre, presque 23 heures. Elle s'en voulait. Elle voulait partir à 19 heures. Encore une fois. Michelle augmenta la cadence. Elle n'était plus qu'à quelques pâtés de maison de chez elle. Mais soudain, elle entendit à nouveau un bruit. Elle s'arrêta et regarda à travers le brouillard dans la pénombre. « Il y a quelqu'un » héla-t-elle, la voix tremblante. Elle était si près de chez elle à présent. Elle n'avait pas besoin de ça. Ce n'étaient pas ses affaires. Elle continua à marcher, calmement, sans hésitation, comme si elle n'avait rien entendu. Mais elle avait bien entendu quelque chose. Le bruit ne venait pas d'une voiture. C'était trop sec. Elle l'entendit encore. Un craquement sec et sourd. Cela ne ressemblait pas à un coup de feu. Alors, qu'est-ce que c'était ? Elle marcha plus rapidement. Cela venait de derrière elle. Peut-être que quelqu'un était blessé ou avait besoin d'aide, et si elle apprenait demain aux informations qu'une personne était morte juste ici, à quelques rues de son appartement, alors qu'elle aurait pu l'aider ? Michelle s'immobilisa et se retourna. La rue semblait calme sous la lueur du réverbère, paisible dans le silence. Le brouillard s'accrochait au lampadaire, projetant une toile d'ombre sur le sol. Elle revint sur ses pas, son cœur battait la chamade pendant qu'elle avançait. Puis le bruit revint, plus près cette fois, à sa gauche. Elle s'arrêta, figée, tandis que le son résonnait autour d'elle, entre les immeubles. Une petite ruelle débouchait sur la rue et serpentait dans l'obscurité entre deux bâtiments. Elle était sombre et déserte, à l'exception d'une forme recroquevillée au sol. Aucun mouvement. Peut-être un tas de déchets, tout simplement. Et si quelqu'un était blessé ? Michelle se précipita, presque en courant, jusqu'au début de la ruelle. Elle haletait et pouvait sentir son cœur battre dans sa poitrine. Ce n'était pas un tas d'ordures. Un homme était allongé sur le sol et se tenait la tête. Ses lunettes avaient été arrachées et cassées et son visage était couvert de sang. Ses gémissements brisèrent le silence brumeux. Elle se précipita vers lui, l'adrénaline à son paroxysme, comme au travail. « Comment vous sentez-vous » demanda-t-elle. « Pouvez-vous respirer ? Parlez-moi. » Elle vérifia frénétiquement son pouls. Il était faible mais présent, mais il y avait tellement de sang. Elle sortit son téléphone et composa le 911. 911. Quelle est votre urgence ? Il y a un homme ici. Il est blessé. Il perd beaucoup de sang. Je pense qu'il a été agressé. Il s'agissait bien d'une agression. Elle ne voyait aucune autre raison pour qu'il soit dans un tel état dans cette ruelle. Pouvez-vous me donner votre position ? Michelle se leva et courut jusqu'au bout de l'allée pour s'assurer qu'elle avait la bonne rue transversale. Je suis près de l'intersection de Roxborough Place et de la 8e rue Nord-Ouest. Des policiers et une ambulance sont en route, madame. Voulez-vous rester en ligne avec moi ? Êtes-vous en sécurité ? Michelle regarda autour d'elle. La rue était déserte. L'agresseur était parti depuis longtemps. Non, je vais bien. J'attendrai les secours. Elle raccrocha et se précipita vers l'homme. J'ai appelé le 911. Ils seront bientôt là. Accrochez-vous. Sa voix tremblait.
Ses yeux bruns la fixaient, implorant de l'aide. Il lui fit signe de se rapprocher. Elle avait fait ce qu'elle pouvait. Elle avait appelé les secours et attendait impatiemment d'entendre le son des sirènes. L'homme continuait de la regarder avec insistance, la suppliant de l'aider. Mais Michel devait faire quelque chose pour le soulager, même si ce n'était que pour un moment. Elle enleva son manteau, le plia et le plaça sous la tête de l'homme en guise d'oreiller. Elle frissonna de froid. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle. « Avez-vous été agressé? Volé ?» Elle regarda à nouveau autour d'elle. Et si elle avait tort? Et si l'agresseur était toujours là? Mais il n'y avait aucun autre mouvement dans la ruelle, et Michel n'entendait que la respiration saccadée de l'homme et les battements de son propre cœur. Elle se pencha un peu plus près afin de déterminer d'où provenait le sang sur son visage. Dans la pénombre, elle ne distinguait aucune coupure ou écorchure. Elle repoussa les cheveux du front de l'homme, tant pour le réconforter que pour chercher sa blessure. Mais soudain, Michel sentit quelque chose. Une main glacée sur son poignet, une poigne solide et puissante. L'homme lui serrait le poignet, il lui faisait mal. Il s'assit en souriant. Les pensées de Michel se bousculèrent, elle essayait de donner un sens à tout cela. N'était-il pas blessé? Avait-il joué la comédie? Il sortit un couteau. « Non !» cria-t-elle en essayant d'extirper sa main. Mais elle en était incapable. La poigne de l'homme était trop forte. Elle commença à paniquer. « Je voulais que tu me voies, dit-il. Je voulais que tu saches qui je suis. » Elle haleta et tira plus fort sur sa main. « Tu aurais dû continuer à marcher, » ajouta-t-il. Il traîna Michel par le bras dans l'obscurité profonde de la ruelle. Elle se débattait, mais ça ne servait à rien. « S'il vous plaît, supplia-t-elle, laissez-moi tranquille. Prenez mon sac à main, tout ce que vous voulez. » Il rit. « Je ne veux pas de ton argent. Qui était cet homme? Pourquoi voulait-il qu'elle sache qui il était? Cela n'avait aucun sens. Rien de tout cela n'avait du sens. » Elle tenta de crier, de hurler. Elle voulait avertir quelqu'un, n'importe qui. Mais il était au-dessus d'elle. Il était trop fort. Elle sentit un objet rigide, froid et métallique contre sa gorge. Elle ferma les yeux, puis elle sombra dans les ténèbres. Chapitre 1. Morgan Stark, docteur en médecine, traversa le couloir vers le service de neurologie de l'hôpital de Georgetown, sa blouse blanche flottant derrière lui. Il avait tenté de joindre le bureau des infirmières. À 2 reprises, en vain. Il réglerait ses comptes plus tard. Pour l'instant, il devait s'assurer que personne n'emmène Vincenzo Rohr en chirurgie, et apparemment, il devait le faire lui-même, comme d'habitude. « Que savez-vous de la dysplasie fibromusculaire, Dr Wyndham ?»« Fibro quoi ?» s'exclama Lexa Wyndham, son interne, qui trottait pour le suivre. « Dysplasie fibromusculaire, répéta-t-il. Ce n'était pas une question anodine et il le savait. C'était une maladie rare qu'un interne ne pouvait pas détecter aussitôt dans son internat. La plupart des gens touchés ne s'en rendaient même pas compte. Vincenzo ne le savait certainement pas. Aucun autre médecin n'avait compris qu'une dysplasie fibromusculaire était la cause de son anévrisme cérébral actuel, qui menaçait de rompre, et des 2 précédents auxquels il avait survécu. Morgan n'était pas certain que Vincenzo survivrait à cette opération si son diagnostic était exact. C'était un peu un miracle qu'il ait survécu aux 2 premiers. Toute nouvelle opération représenterait dorénavant un danger. La dernière chose dont ils avaient besoin était de lui infliger une 3e opération qui serait fatale cette fois. Lexa effectua une recherche sur son téléphone tout en continuant à suivre le rythme de Morgan. La dysplasie fibromusculaire est une maladie génétique qui peut à la fois agrandir et rétrécir les artères, provoquant un affaiblissement des parois artérielles et entraîner des anévrismes, des accidents vasculaires cérébraux ou des déchirures de la paroi. C'est pas hésiter. Morgan ouvrit la porte des escaliers et la tint pour laisser passer Lexa. Il ne comptait pas prendre l'ascenseur. Et qu'est-ce que cela pourrait signifier pour M. Rohr? Lexa monta les marches 2 par 2, pressée par l'urgence. La pression supplémentaire exercée sur les parois des artères lors d'une intervention chirurgicale pourrait entraîner une dissection de plusieurs artères. Il ne pourrait pas l'empêcher de se vider de son sang sur la table d'opération. Bravo! Elle était rapide, mentalement et physiquement. Avec ses cheveux noirs tirés en queue de cheval basse et ses yeux bleus vifs, elle lui rappelait Fiona. Fiona avait également été en passe de devenir une interne vedette. Combien de vies sa petite sœur aurait-elle pu sauver si elle avait pu continuer? Mais il n'avait pas le temps de se remémorer ou de spéculer sur ce qui aurait pu arriver. Morgan se dépêcha de monter les escaliers aussi rapidement que Lexa. Leurs pas résonnaient sur le béton de la cage d'escalier. « Ah ! Vous leur avez dit qu'ils ne devraient pas l'ouvrir ?» demanda Lexa, qui arrivait à l'étage et se précipitait déjà dans le couloir. Du moins, pas avant que vous n'ayez eu le temps de parcourir son dossier.
Je l'ai fait, acquiesça Morgan, mais assurons-nous qu'il m'ait bien compris. Alors, à quoi pensez-vous haleta-t-elle. Sans la chirurgie, cet anévrisme est susceptible de se rompre. Ensuite, il y a un risque d'accident vasculaire cérébral et de lésion cérébrale. Je pense à une angiographie. Cela nous montrera comment le sang circule afin que nous puissions détecter les anomalies. On injecterait à Rohr un produit de contraste qui rendrait visible d'éventuelles déchirures des artères. Morgan s'arrêta devant le bureau de l'infirmière et se mit à jurer en constatant qu'il était sans surveillance. Où étaient-ils tous passés? Il leva les yeux vers le tableau. Vincenzo occupait la chambre 32C, au bout du couloir. Il repartit, l'exa sur ses talons, puis ils firent ensemble irruption dans la chambre. Elle était vide. Où diable était Vincenzo Rohr? Était-il trop tard? Ce qui avait été une matinée lumineuse et ensoleillée jusqu'à présent s'était transformé en un après-midi sombre et lugubre. La pluie frappait les fenêtres, donnant une atmosphère subaquatique à cette chambre d'hôpital vide. Les gouttes tambourinettaient sur le toit comme des bâtons de pluie bruyants et bon marché. Morgan tournait en rond comme si son patient allait soudainement réapparaître. Une infirmière aux cheveux noirs et à la peau foncée entra dans la pièce. Vêtue d'une blouse bordeaux, elle portait un tas de linge dans les bras. « Dr Stark », dit-elle en écarquillant légèrement les yeux. Son badge indiquait son prénom, Isabella. « Où est mon patient, Isabella ?» Il n'avait pas le temps d'échanger des politesses. Le docteur Ayers l'a emmené en chirurgie. Il a dit qu'il ne pouvait plus attendre. Il devait s'occuper de l'anévrisme avant qu'il ne se rompe. Isabella posa les draps et recula d'un pas. Morgan ferma les yeux un instant, essayant de contenir sa rage. Imbécile d'Ayr, espèce d'acharné du bistouri. Quelle salle! Isabella ouvrit légèrement la bouche tout en se tordant les mains devant elle. Je ne comprends pas. Une salle? Quelle salle d'opération? Où est mon patient? Il savait que ce n'était pas la faute de cette jeune femme, mais bon sang, la vie d'un homme était en jeu. 3, lâcha Isabella. Que voulez-vous que je... Morgan n'entendit pas la fin de sa question. Il courait déjà dans le couloir à perdre haleine, suivi de près par Lexa. Arrivé au fond du couloir au linoléum jaune à carreaux et au néon bourdonnant, Morgan fulminait comme un taureau devant une cape rouge. Il agita son badge d'identification au-dessus du lecteur RFID et les doubles portes des salles d'opération cliquèrent et pivotèrent lentement en arc de cercle. Morgan força le passage. Il devait entrer dans la salle avant qu'Ayers n'enfonce son scalpel et ne déclenche une réaction en chaîne. Morgan ouvrit la porte de l'antichambre du bloc 3. L'un des infirmiers du bloc se tenait toujours près des lavabos. « héla-t-il, vous ne pouvez pas entrer. » Morgan l'ignora, attrapa un masque chirurgical sur une pile près de la porte et couvrit son visage tout en poussant les portes. Derrière lui, il entendit Lexa interférer en sa faveur auprès de l'infirmier du bloc. « Croyez-moi, RS va vouloir entendre ce que le docteur Stark a à dire, » déclara-t-elle. « Vous êtes sûr de ça ?» dit l'homme. Morgan pouffa. Cet infirmier connaissait bien son chirurgien. En effet, RS acceptait rarement d'écouter quelqu'un d'autre que lui-même. Morgan se précipita vers la table, soulagé de voir que Vincenzo était sous anesthésie. L'opération n'avait pas encore commencé, mais Ayres tenait un scalpel à la main et s'apprêtait à effectuer la première coupe. Il comptait pincer l'anévrisme au cours d'une craniotomie. Mais Dieu merci, Morgan était arrivé à temps. « Arrêtez !» cria-t-il. « Si vous l'opérez, vous le tuez. » Chapitre 2. R se retourna. « Qu'est-ce que vous foutez dans ma salle d'opération, Stark ?» Morgan dérapa jusqu'à s'immobiliser. Ayres n'était pas un grand homme, mais il se comportait comme tel. De plus, il tenait un scalpel parfaitement aiguisé dans la main. « J'essaie de sauver votre patiente, Jason. » Morgan pensait qu'un plaidoyer serait plus probant. Ayres plissa les yeux par-dessus son masque. « Expliquez-vous. » Son ton impérieux fit grincer les dents de Morgan. Les chirurgiens sont souvent présomptueux. Ils doivent avoir le courage de leurs convictions. Ils font beaucoup de choix difficiles et tout ce qu'ils font comporte un certain risque. Mais Morgan n'avait pas à les apprécier et de toute façon, c'était souvent le cas. Il prit une profonde respiration afin de rester calme. Pendant quelques secondes, seuls les signaux des moniteurs qui affichèrent les constantes de Vincenzo résonnèrent dans la salle. L'infirmier de bloc était parvenu à contourner Lexa. « Je suis désolé, Dr Ayr, il a réussi à passer. » Ayers leva la main qui ne tenait pas le scalpel. « C'est bon, Malik. Écoutons ce que le docteur Stark a à dire. » Il se retourna vers Morgan. « Alors, Vincenzo Rohr a une maladie génétique relativement rare, la dysplasie fibromusculaire. C'est probablement ce qui a causé son dernier anévrisme ainsi que les précédents. » Morgan acheva d'attacher le masque chirurgical autour de son visage de ses doigts experts
et fit quelques pas de plus vers la table où Vincenzo était allongé. Ayres secoua la tête avant que Morgan n'ait eu le temps de se rapprocher. Non, ça n'a aucun sens. Il a déjà été clampé à 2 reprises, avec succès, alors qu'une dysplasie fibromusculaire aurait provoqué une hémorragie pendant l'opération. Pas nécessairement, Morgan fit un autre pas en avant, il était prêt à retirer ce satané scalpel des mains d'Ayres s'il le fallait. Chaque nouvelle agression des parois artérielles diminuera nos chances de réussite. Il s'en est sorti à 2 reprises, mais rien ne garantit que ce sera le cas cette fois-ci. Regardez les chiffres. Le temps qui sépare son 2e et 3e anévrisme est environ de moitié comparé à l'intervalle entre le premier et le 2e. Son état s'aggrave. Les parois des artères se fragilisent. Ayres baissa la main qui tenait le scalpel avec une lenteur insupportable. À quel point en êtes-vous sûr ? Parce que je suis convaincu que l'anévrisme va bientôt se rompre. J'en suis absolument sûr. Morgan jeta un coup d'œil par-dessus son épaule pour regarder Lexa. Sa queue de cheval était un peu de travers, mais elle semblait être sortie indemne de son accrochage avec Malik, même s'il mesurait facilement une tête de plus et 20 kilos supplémentaires. Tellement sûr que je n'ai pas hésité à laisser mon interne s'occuper de l'infirmier de bloc pour que je puisse entrer ici et vous empêcher d'opérer. L'anesthésiste laissa échapper un rire étouffé. Ayres lui jeta froidement un regard, et la femme reporta immédiatement son attention sur ses instruments. Le chirurgien n'avait pas vraiment le sens de l'humour, mais il remit tout de même le scalpel sur le plateau. C'était tout ce que Morgan voulait, éloigner cette lame de la tête de Vincenzo pour qu'il ait une chance de voir sa fille de 2 ans grandir. Ayres fit un geste vers son équipe. Emmenez Rohr en salle de réveil. Puis il se tourna vers Morgan. Cherchons comment sauver la vie de cet homme, alors. J'ai quelques idées à ce sujet, déclara Morgan qui s'inquiétait de découvrir à quel point Ayres serait coopératif. Ayres pouffa à son tour et fit signe à Morgan de le suivre hors de la salle. Pourquoi ne suis-je pas surpris d'entendre ça ? Je vous écoute. Nous devrions le mettre sous bêta-bloquant pour réduire la pression sur les parois artérielles, puis faire une angiographie. Nous serons en mesure de détecter toute fuite et nous retirer si nécessaire. Si nous travaillons ensemble, nous pourrons limiter les dégâts. Ensuite, les services vasculaires se chargeront du traitement à long terme de Vincenzo. Il fallut une seconde à Morgan pour réaliser qu'ils se dirigeaient vers la salle d'attente. À la seconde où ils entrèrent, une jeune femme assise sur le canapé se leva. Elle devait avoir une 20aine d'années et son visage était doux. Elle semblait engloutie par le vieux divan à ressort de la salle d'attente. « L'opération est déjà terminée ?» Elle leva les yeux vers l'horloge accrochée au mur de la salle d'attente, puis vers Ayres. « Non, nous allons reporter l'opération d'au moins 1 jour ou 2. Le docteur Stark va vous expliquer pourquoi. » Ayres fit signe à Morgan. Morgan tira une chaise à dossier et la rapprocha de l'endroit où se tenait la femme de Rohr. Il s'assit et lui fit signe de se rasseoir également. « Madame Rohr, commença-t-il. « Appelez-moi Sophia, interrompit-elle. « Sophia, alors, votre mari a une maladie rare appelée la dysplasie fibromusculaire. Elle provoque un affaiblissement des parois des artères. » Sophia fronça les sourcils. Morgan chercha un moyen de simplifier ses explications. « C'est la raison pour laquelle Vincenzo développe ses anévrismes. Nous devons tout d'abord nous occuper de l'anévrisme actuel en restant vigilants, puis nous pourrons traiter Vincenzo pour l'affection sous-jacente afin d'écarter tout risque de récidive. » Sophia regarda Morgan de ses grands yeux bruns, à la fois inquiets et remplis d'espoir. « Alors, Vincenzo va s'en sortir ?» La fille du couple était assise à ses pieds et empilait des blocs sur la table basse. Ayres intervint avant que Morgan ne puisse répondre. Il se tenait près de la porte et consultait son téléphone pendant que Morgan expliquait le diagnostic et le traitement de Vincenzo. « Nous pensons que oui. Vincenzo est stable pour le moment. On va le mettre sous bêta-bloquant. On devrait pouvoir faire une angiographie pour réparer l'anévrisme une fois qu'il aura récupéré. En attendant, nous l'avons envoyé pour une tomodensitométrie afin de confirmer le diagnostic. » Réponse typique de chirurgien. De toute évidence, il voulait s'attribuer le mérite de cette découverte, mais Morgan le laissa faire. Il se moquait bien de savoir à qui revenaient les honneurs. Tout ce qui l'intéressait, c'était d'annuler l'opération. Mais soudain, Ayres surprit Morgan. « Nous n'aurions pas découvert cette pathologie sans le docteur Stark ici présent. L'opération aurait pu se dérouler normalement, comme les 2 précédentes, mais sans garantie d'un résultat positif. Morgan devrait peut-être revoir son opinion sur les chirurgiens, ou sur Ayres en tout cas. » Sophia répéta silencieusement les mots « résultat positif ». Morgan remarqua qu'elle avait saisi les paroles d'Ayres. Il n'était pas un grand fan des euphémismes et préférait aller droit au but. Mais parfois, il valait mieux être un peu plus délicat. La lèvre inférieure de Sophia trembla légèrement, puis elle dit « Merci, Dr Stark, merci beaucoup. Vous aussi, Dr Ayres. » Et
L'air un peu confuse, elle regarda Lexa. La jeune interne sourit. Elle était vraiment le portrait craché de Fiona. Elle avait cette manie de redresser sa queue de cheval quand elle devait se montrer courageuse, tout comme sa sœur, se rappelait Morgan. « Je suis le docteur Wyndham. Je suis interne et travaille avec le docteur Stark. » Le portable de Morgan sonna. Il le sortit de sa poche et jeta un coup d'œil à l'appelant. Il glissa le doigt sur l'écran pour rediriger l'appel vers la messagerie vocale et se tourna vers Sophia. Ce n'était pas le moment de prendre un appel de sa future ex-femme. Il se leva et se prépara à partir, mais Lexa lui fit un petit signe de tête vers la petite fille. Ah, c'est vrai. Il devait encore aborder un autre élément important, et il se rassit. « Sophia, il y a encore une dernière chose que je dois vous dire. La dysplasie fibromusculaire est une maladie génétique. Comprenez-vous ce que cela signifie ?» Sophia hocha la tête. « Oui, cela signifie qu'elle se transmet dans la famille. Ce serait probablement une bonne idée de faire tester votre fille également. » Morgan se tourna vers Lexa. « Le docteur Wyndham peut vous aider à mettre ça en place. » À en croire l'expression sur son visage, Sophia n'avait pas encore réalisé. Il s'était montré un peu fruste, mais il valait mieux qu'il sache à quoi s'en tenir. Peut-être pourrait-il éviter que la petite fille subisse la même chose que son père. Ils se saluèrent, puis Iris et Morgan se dirigèrent vers la salle de repos des médecins. Devant la porte, Iris s'arrêta. « Je dois passer à ma prochaine intervention. Je voulais quand même vous remercier. C'est un plaisir de travailler avec vous. » Il tendit la main. Morgan la serra, sans commentaire. Son manque d'enthousiasme interpella Iris. « Je suis sérieux, Morgan. J'étais furieux quand vous avez débarqué dans ma salle d'opération, mais vous avez sauvé mon patient. Notre malade. Peut-être que l'opération de Vincenzo se serait bien passée, mais peut-être que non. Cette petite fille là-bas aurait alors grandi sans son papa. » Les yeux d'Iris s'embuèrent pendant une seconde, puis il se mit à tousser. « Vous et moi savons tous les deux que nous ne pouvons pas sauver tous nos patients, mais Vincenzo n'en fait pas partie. Je n'aurais pas voulu avoir ça sur la conscience pour le reste de ma vie. » Il se retourna et traversa le couloir pour se diriger vers le service de neurologie. Morgan le regarda partir, essayant de maîtriser toutes les émotions qui le traversaient. Il ne s'était définitivement pas attendu à une telle tournure. Peut-être qu'Iris n'était pas un acharné du bistouri, tout compte fait. Il entra dans la salle de repos pour attendre Lexa. Son téléphone retentit de nouveau. Il soupira en découvrant un texto de Ashley. Elle lui demandait de la rappeler pour discuter dès qu'il avait une minute. Si courtois, tellement poli, si déprimant. Parfois, il aurait voulu qu'elle l'engueule ou lui jette des trucs en plein visage. Ce type de réaction aurait été plus facile à gérer que la tristesse qu'il voyait dans ses grands yeux bleus. Il se débrouilla pour rendre le café de la salle de repos buvable en ajoutant suffisamment de crème et de sucre pour transformer ce fichu breuvage en milkshake. Malheureusement, il était toujours autant amer. Ce n'était peut-être pas la faute du café. Peut-être que ce mauvais goût était en permanence dans sa propre bouche. Il s'assit à la longue table tachetée d'auréoles et se pencha en arrière en regardant le plafond, ses longues jambes allongées devant lui. La fatigue le tiraillait. Il fut un temps où le goût du café importait peu. Il aurait pu être fabriqué à partir de crottins de cheval qu'il aurait toujours eu un goût sucré. Il adorait son travail et un sauvetage comme celui-ci aurait dû lui donner des ailes. Grâce à lui, cette famille ne serait pas brisée. Il pouvait enfin constater les résultats tangibles de son travail acharné et de ses études. Pourquoi cela ne suffisait plus ? Il baissa à nouveau les yeux sur son téléphone. Cela avait-il un rapport avec Ashley ? Peut-être. Alors qu'il avait concentré son attention sur la vie et la famille des autres, il avait négligé la sienne, et à présent, il était en train de la perdre. Ash voulait divorcer. Si son mariage tombait en ruine et que son travail ne le motivait plus, à quoi bon ? Il ne savait pas. La salle ressemblait à tant d'autres choses à l'hôpital. Ordinaire et insignifiante. Elle était équipée de 2 canapés et d'une table basse, sur laquelle la majorité des journaux médicaux du pays étaient éparpillés. Une odeur fétide et persistante de vieux café et marques brûlées imprégnait la pièce. Pourtant, certains des meilleurs médecins des États-Unis étaient régulièrement assis dans cette salle, parfois émus par les mystères du corps humain qu'ils avaient tant essayé de résoudre, tout comme Morgan aujourd'hui, ou encore émus par l'orgueil dont il fallait faire preuve pour s'imaginer changer le destin des gens. Morgan se redressa en entendant le grincement de la porte et haussa les épaules pour replacer sa blouse verte qui tirait sur sa large carrure. « Comment ça s'est passé ?» grailla-t-il. « Bien, ou pas trop mal. » Lexa s'avança vers le comptoir pour se servir une tasse de café. Personne ne veut voir son enfant atteint d'une maladie génétique qui le suivra pour le reste de sa vie. Si la petite présente cette pathologie, vous venez probablement de lui sauver la vie ainsi que celle de son père. Elle s'assit en face de Morgan et fit lentement tourner la tasse de café en cercle devant elle.
Comment avez-vous su pour la dysplasie fibromusculaire? Qu'est-ce qui vous a mis sur la voie? Morgane se frotta la nuque. C'était une combinaison de symptômes, les anévrismes bien sûr. Ajoutez les acouphènes, les pics de pression artérielle occasionnels et les migraines, et tout s'est mis en place. Pour vous en tout cas, Lexa grimaça après avoir pris une gorgée de son café. Peut-être que l'amertume n'était pas uniquement dans la tête de Morgane après tout. Aucun autre médecin n'y avait pensé. De mon côté, j'avais envisagé les syndromes de Ehlers-Danlos ou même de Loeys-Dietz. C'est super Lexa, vous étiez sur la bonne voie. Vous auriez très vite compris que c'était génétique. Vous étiez sur le point de le découvrir. Chaque fois que Morgane regardait Lexa, il voyait Fiona. Lexa avait à peu près le même âge que Fiona quand elle avait disparu. Les mêmes cheveux noirs et les yeux bleus, mais avec ce petit quelque chose en plus. Elle avait l'esprit brillant et curieux. Même si Morgane appréciait que son interne reconnaisse son expertise, il aurait préféré avoir sa petite sœur à ses côtés. Quelle équipe ils auraient pu former, mais je n'aurais pas pu empêcher Iris d'ouvrir le crâne de Vincenzo. Si j'avais posé le bon diagnostic après la mort d'Aurore, je n'aurais pas rendu son mari à Sofia, ni son père à Catalina. Elle baissa la tête. Ses cheveux noirs brillaient sous la lumière crue des néons. La pauvre. Elle était trop sévère avec elle-même. Elle avait raison, cependant. La vie des gens était entre leurs mains. Alors, qu'est-ce qui vous a empêché d'aller plus loin dans votre réflexion? Demanda Morgane. Lexa le regarda. J'ai pensé que je devrais aussi tenir compte des facteurs environnementaux. Peut-être avait-il été exposé à quelque chose au travail ou à la maison qui aurait pu déclencher les anévrismes. Mais votre première intuition vous indiquait que c'était génétique? Morgane se pencha en avant et s'appuya sur ses coudes posés sur la table. Lexa avait été sur le point de découvrir la pathologie. Qu'est-ce qui l'avait arrêtée? Qu'avait-elle laissé se mettre en travers de son chemin? Pourquoi ne pas exploiter votre première idée avant de passer à une autre hypothèse? Lexa soupira. J'avais peur de perdre mon temps à chercher des possibilités génétiques et j'ai pensé que je ne devais pas prendre de risques. À ce moment-là, Morgane comprit tout de suite. Ce n'est pas une question de risque, ici. C'est littéralement la vie et la mort chaque jour. Il faut avoir le courage de ses convictions. Il faut apprendre à se faire confiance. Je ne sais pas comment faire ça. Il y a tellement de choses que je dois encore apprendre, dit Lexa. Et c'est pourquoi vous êtes une interne sous la direction d'un praticien titulaire. La plupart n'auraient peut-être pas été aussi loin que vous. Je le sais, j'en ai formé plus d'un. Il savait qu'il avait le don de poser les diagnostics les plus délicats, ceux qui comportent de multiples facteurs. Il soupçonnait Lexa d'avoir cette même faculté. Elle avait ce genre de compétences. Elle avait juste besoin d'un peu plus de temps et d'expérience. Elle y arriverait, et ce serait un plaisir de la voir grandir et se perfectionner. Grâce à elle, Morgane avait retrouvé une partie du plaisir qu'il avait toujours éprouvé dans son travail, mais qui s'était estompé ces derniers temps. Vous devriez rentrer chez vous et dormir un peu, après m'avoir programmé cette angiographie, sur Vincenzo bien sûr. Lexa fronça les sourcils. Vous allez le faire vous-même? C'est le meilleur moyen d'être certain que tout est bien fait. Le seul moyen de s'assurer que tout a bien été réalisé. Iris était peut-être remontée dans son estime, mais pas encore suffisamment. Lexa recula sa chaise. Vous rentrez aussi bientôt? Il acquiesça. Bien sûr. Morgane sourit à Lexa. Il ne voulait pas lui montrer à quel point il détestait l'idée de rentrer chez lui. Chapitre 3. Morgane sortit de l'ascenseur au 5e étage et contempla le couloir de son immeuble. Pas étonnant qu'il ait passé autant de temps à l'hôpital. Les murs étaient nus, abîmés par les éraflures d'un vélo qu'un locataire sortait occasionnellement. Portes fermées de chaque côté. Pas de fenêtre, pas de puits de lumière, aucune personnalité. C'était un lieu de passage. Les seules marques laissées par les gens étaient accidentelles, anonymes. La maison devrait être un refuge, un endroit pour se ressourcer et se régénérer. Son appartement ordinaire sans caractère était tout sauf cela. C'était une chose de plus qui l'épuisait, qui lui suçait la moelle. Nuit après nuit, il se persuadait que c'était temporaire, mais il était à peu près certain que la conversation de ce soir avec Ashley mettrait fin à cette illusion. Malheureusement, c'était sa vie à présent, et il n'était pas sûr de vouloir y faire face. Lorsqu'il avait emménagé dans cet appartement meublé il y a 1 an, il avait espéré n'être que de passage. Mais il était toujours au même point. Il déverrouilla la porte et jeta sur le comptoir de la cuisine son sac, son manteau et le dîner à emporter qu'il avait commandé. Le service de nettoyage était passé. Tout était propre, bien rangé et tellement impersonnel. Il aurait voulu trébucher sur les chaussures qu'Ashley avait l'habitude de lancer devant l'entrée de leur maison à Alexandrie, ou encore mettre de côté le fouillis des projets artistiques dans lesquels
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.